Vous nous avez donné la parole et que cette parole doit continuer, faire son chemin pour que ceux qui dorment ou ceux qui pensent qu'ils nous ont bâillonnés écoutent que l'université a une voix. Les origines de la violence, où les Centrafricains ont commencé à penser la violence très longtemps. Pendant l'occupation coloniale française, la mort de Barthélemy Boganda, la disparition tragique de Barthélemy Boganda a laissé un vide. C'était le 22 mars 1959. Personne ne s'attendait à cette disparition. Et le nouveau État centrafricain est allé à l'indépendance comme un État orphelin. Vous voyez, sans président, parce que dans les autres États, les colonies de l'AEF, c'était les mêmes qui avaient commencé les luttes, qui ont amené leur pays à l'indépendance. Et on a vu comment les luttes intestines ont commencé, et l'historien l'a soulevé ici, je ne reviendrai pas beaucoup dessus, mais ce vide, c'était comme une ampoule qui était éteinte. Et le peuple était dans l'obscurité. Et cette obscurité a continué jusqu'à aujourd'hui. C'est ça qui pose le problème de leadership dans ce pays. L'autre point important sur lequel je peux m'appesantir sur les causes ou les origines, c'est l'hégémonie militaro-politique du Tchad avec Idriss Déby en Centrafrique. Cette hégémonie a commencé vers la fin des années 96, 97, 98 où les mutineries ont commencé. Patassé va faire appel à Déby pour l'aider à mater les forces non loyalistes. Et Déby va profiter de cette situation pour connaître un peu les forces du pays et développer une ambition sous-régionale qui va l'amener à jouer un rôle de gendarme en imposant des présidents à la RCA. Patassé sera défait par une troupe spéciale venue du Tchad et pourtant démocratiquement élue. Et le régime qui sera mis en place de Bozizé sera automatiquement accepté et valorisé à partir des élections en 2005. Et Bozizé va rester. Et après, Déby reviendra pour le faire partir et nous ramener d'Otoudia. Vous voyez, donc lorsqu'on regarde l'histoire politique ou l'évolution politique de la RCA, c'est une évolution tumultueuse qui met les populations, les citoyens à l'écart et que des acteurs à un niveau supranational agissent pour pouvoir imposer un certain nombre de volontés. À cela, il faut voir aussi l'échec aussi des gestions des transitions étatiques. L'échec des gestions des transitions étatiques. Lorsque vous repartez vers les années 1960, Dako arrive au pouvoir. Dako, c'est le neveu de Boganda. Il est renversé par Bokassa, appuyé par la France. Et Bokassa restera au pouvoir 14 années. Et il sera renversé par Dako, qui est son cousin, qui revient pour une seconde fois au pouvoir. Et Dako sera renversé à travers le mouvement de rue. Et un général arrivera au pouvoir, le général Kolimba. En passant, je vous dis que les régimes militaires ont une longévité très forte par rapport au régime civil en RCA. Ce qui explique aussi cette situation. Mais lorsque Kolimba arrive au pouvoir, il va se mettre un peu à l'écart et c'est le lieutenant-colonel Mention, un Français, qui va diriger le pays. Il sera partout. Dans la délivrance des passeports, dans les services de renseignement généraux. Vous voyez, aujourd'hui, on arrive à une situation où la problématique de leadership se pose et les gens se rabattent sur des cordons très faciles, l'ethnisme, le tribalisme, etc., pour agiter la population. Vous voyez, et l'incapacité à gouverner. L'incapacité à gouverner va amener les gens à se référer à des médiations étrangères pour régler des problèmes endogènes. Et c'est l'infantilisation même du pays. Parce que on attend tout de l'extérieur. Et quand une crise comme celle amenée par Seleka arrive, la militarisation du champ politique qui a commencé avec les Seleka a fait qu'aujourd'hui, le Centrafricain a peur. Le Centrafricain a peur. Pourquoi? Parce que les armes circulent. Et ce que vous voyez s'agiter, les anti-Balaka, ce sont des générations nées des années 90, parce que beaucoup ont aujourd'hui 24 ans. Ils sont nés en 90. Entre 90 et 93, il y a eu
des années blanches en Centrafrique pour réclamer la démocratie. Parce que la conférence du sommet de la Baule avait demandé aux États d'aller vers la démocratie. Et donc, les agitations vont commencer. Et ces jeunes-là, à 3 ans, ils sont là, ils connaissent que le coup de fusil. Et quand Patassé arrive au pouvoir en 93, et les mutineries en 96, ces enfants vont grandir dans les coups de fusil. Aujourd'hui, ils ont 24 ans. Et ce sont eux qui prennent les armes quand on tire ici. Moi qui est né avant 90, moi j'aurais tendance à fuir. Mais eux, ils auront tendance à aller là où les coups de fusil tonnent pour voir qu'est-ce qui se passe. Pour piller même sous les coups des fusils, etc. Ouais, donc on a eu une société qui est devenue une société de violence. Une société de violence avec des bourreaux qui sont amnistiés à chaque situation. Parce qu'il faut aller vers la paix, il faut les amnistier. Et quand on les amnistie, ils reviennent. Ils reviennent sous une autre forme, avec des discours. Et 10 ans après, c'est des cycles de violence qui commencent. C'est la force qui dicte tout. Si la force n'a pas besoin d'un chef d'État aujourd'hui, il change. Est-ce que le peuple centrafricain a une voix? Et maintenant, même si la France fait tout ce qu'il est en train de faire, quelle est la position du centrafricain, de ceux-là qui sont appelés à gérer la société centrafricaine? Il n'y a pas un plan de gestion de la République. Hier, c'était les partis politiques qu'il faut rentrer dans un parti politique. Et les partis politiques sont arrivés avec un système où on a vu les médiocres diriger les meilleurs. C'est comme ça que fonctionne la société centrafricaine. Il faut avoir une carte de parti. Et quand vous avez une carte de parti, vous êtes appelé à gérer, à avoir un poste de responsabilité. Là, vous ne devez pas l'avoir. Mais ça crée une frustration. Des gens qui ont les niveaux requis pour faire quelque chose, on ne les prend pas en compte. Ça, c'est un problème qui se pose et qui continue encore à se poser à la société centrafricaine. Et comme les dirigeants politiques, parce que tout maintenant passe par les partis politiques, les dirigeants politiques ayant épuisé le quota des adhérents politiques, ils se sont tournés à un moment donné sur le plan ethnique pour dire non, parce que je suis de telle ethnie, il fallait embaucher que les gens qui sont de mon ethnie. Et aussi maintenant, ils ont compris que, ayant déjà épuisé la carte du parti, la carte ethnique, on oppose maintenant la religion. Mais au fond, ce sont des gens qui cherchent le pouvoir. Ce sont des gens qui veulent avoir la gestion de la République. Mais comme ils n'ont pas d'argument, ils sautent sur ce qui peut se présenter à eux et qui peut encore glaner des gens vers eux. Mais qu'est-ce qui gagne les gens aujourd'hui? Chrétiens, musulmans. Est-ce que c'est vraiment des chrétiens et des musulmans qui se battent? Je crois que ce problème, on l'avait déjà relevé en 1996, parce que je fais partie d'un groupe de femmes qui travaillent pour la médiation. Déjà en 1996, on a fait savoir au président de la République à l'époque, attention, aujourd'hui les gens sont en train de parler parti politique, les gens sont en train de parler ethnie, mais demain, quand ils auront épuisé ces cartouches-là, ils vont se retourner vers la religion. Et ils ont réussi à le faire tout simplement parce qu'on ne se parle pas aussi entre nous centrafricains. Les gens ne parlent qu'ici sur RFI, sur France 24, mais il n'y a pas un débat réel entre nous, centrafricains, assis face à face pour qu'on se dise une certaine vérité. Mais ce n'est pas toujours l'extérieur qui va venir nous demander de dire ce que nous devons dire pour pouvoir régler notre problème. Aujourd'hui, on nous dit, la présidente de la transition a dit, il va falloir qu'on aille au dialogue. Mais quel dialogue? Pourquoi? Il va falloir attendre les élections. Et après les élections, la personne qui va gagner les élections va faire asseoir un dialogue franc entre Centrafricains. Ceux qui ont commis du tort doivent être punis. Et il faut qu'il y ait réparation. Mais tant qu'il n'y a pas réparation, on va toujours continuer à aller dans ce sens. Et est-ce qu'il y a un lien à faire avec ce que vous avez évoqué, celle de Bengué? Est-ce qu'il y a une corrélation? Est-ce que ça arrive au même moment? Vous voyez, le problème de la chronologie et puis bon, est-ce que finalement cette notion d'africanité, de centrafricanité est partagée par une partie importante de la population? Il faut dire que l'identité centrafricaine est construite avec Boganda dans une diversité ethno-culturelle. Parce qu'il y a des grands groupes ethniques et des sous-groupes aussi ethniques qui sont là. Et la centrafricanité a été beaucoup plus vécue du point de vue de la centrafricanité linguistique. Vous savez, on a une langue nationale.
que nous parlons le Sango. Et ça, c'est l'effort que Boganda fait. Cette langue appartient à une ethnie qu'on appelle le Sango. Et que les autres ethnies s'en ont approprié et qui utilisent ça comme une langue nationale. L'autre dimension de la centrafricanité, c'est la centrafricanité géographique liée à la notion de territoire. Et c'est ça qui fonde la nationalité, c'est-à-dire le lien juridique qui lie un individu à une nation. Et ça, les Centrafricains en sont conscients, mais sont beaucoup plus ouverts par l'hospitalité, parce que ceux qui arrivent sont là, vu aussi le faible niveau démographique. Parce que nous ne faisons, il y a 10 ans de cela, on n'atteignait même pas 3 millions. C'est maintenant que les données statistiques font un état de 4 à 5 millions d'habitants. Et donc, c'est un pays qui, si pour le dire en utilisant le langage géographique, nous sommes un Talvec dans la sous-région. Vous avez le Congo démocratique qui fait 80 millions, vous avez le Nigeria qui fait dans les 120 millions, vous avez le Cameroun qui fait dans les presque 18 à 20 millions, vous avez le Tchad qui fait dans les 15 à 20 millions, vous avez le Soudan, les deux Soudans qui font presque dans les 30 à 40 ou 50 millions, je ne sais pas, vous avez le Rwanda là-bas qui est plus, donc nous sommes un trou. Et si cela se déverse ici, on n'a même pas la possibilité de réagir. Il y a la dimension aussi culturelle. Le fait aussi d'être en Centrafrique pendant longtemps, ça ne vous donne pas aussi le droit d'être centrafricain, parce qu'il y a l'aspect juridique. Comme le dit les Bambara, un morceau de bois dans l'eau ne devient jamais caïman. Il faut faire la demande pour pouvoir accéder à cela. Mais l'aspect juridique ici, c'est ça qui pose problème. On a falsifié des papiers. Des gens ont payé pour avoir les cartes d'identité, etc. Et quand les Centrafricains ont découvert qu'il y avait une naïveté liée à l'hospitalité, ils ont commencé à réagir. Effectivement, ils n'ont pas fait la différence entre le musulman sénégalais, le musulman malien, guinéen, etc. Et ce déferlement de violence qui a poussé, je peux dire, qui était d'abord orienté vers la communauté musulmane tchadienne, va se déverser sur les autres communautés et qui vont d'un seul coup commencer à sortir du pays. Et ça pose ce que j'appelle la problématique de l'intégration de la diaspora africaine en Centrafrique. C'est le seul endroit où aujourd'hui on trouve aussi bien parmi les enseignants, parmi les personnels administratifs, parmi les étudiants, les musulmans et les centrafricains qui cohabitent et qui travaillent ensemble. Mais vous prenez aussi dans le milieu social, socio-économique, l'histoire de notre pays nous montre que la cohabitation entre les groupes, aussi bien religieux qu'ethniques, c'est une cohabitation historique dans la mesure où les Centrafricains vivaient ensemble depuis toujours. Ils ne connaissaient pas cette histoire d'africanité ou bien d'identité liée à une race, à une ethnie ou bien à un groupe religieux. Aujourd'hui, il se développe ce que nous appelons la solidarité négative dans les groupes religieux. Dans la mesure où, quand vous voyez, quand il y a des massacres, aujourd'hui qu'on voit, vous prenez les anti-balaka ou ceux qui se disent des milices chrétiennes, quand ils tuent, ils arrivent à tuer les gens et puis ils n'en font pas trop écho. Mais quand on voit un peu ce que certains milices dans le milieu musulman font, qu'est-ce qu'ils font? Quand ils commencent à tuer, ils filment les événements. Ils filment les événements et ils envoient sur les réseaux sociaux. Et du coup, les anti-balaka aussi dans le milieu dit chrétien, quand ils réagissent, quand ils voient ça, ils se disent mais ça veut dire quoi cette manière de tuer? Et donc du coup ça crée alors une révolte, une autre manière d'exprimer sa colère en brûlant les corps, etc., etc. Donc cette solidarité négative se crée de part et d'autre. Ce qui fait que les chrétiens ils se regroupent, les musulmans se regroupent. Et les gens ont tendance à dire, mais s'ils ont fait comme ça à un être humain qui est un chrétien, pourquoi nous aussi les musulmans on ne peut pas le faire? Si on a fait ça à un musulman, pourquoi les chrétiens on ne peut pas le faire? Et de plus en plus, cela est en train de s'approfondir. C'est pour cela qu'il est important que dans les quelques milieux où se développe encore cette cohabitation, que nous montrions que cela n'est pas une attitude qu'il faut prévaloir. On n'a jamais fustigé les musulmans, fustigé les chrétiens
ni les athéistes. Donc ce sont les politiques qui ont amené le problème religieux pour justifier leur échec politique. Je dis échec politique parce que moi-même je suis un politique, je suis un fonctionnaire de l'éducation nationale et j'ai demandé ma mise en disponibilité pour rentrer au pays. Je suis un fonctionnaire de l'éducation nationale français. Et donc, je peux apprécier la différence qui se fait. Et aujourd'hui, il y a un problème grave, c'est le problème de la médiocrité. Et tout le monde ferme les yeux là-dessus. Certains collègues l'ont abordé ici, mais officiellement, et même au niveau international, on ferme les yeux là-dessus. Un chef d'État qui arrive, vient avec ces gens. Je vous renverrai à l'émission de l'historien Henri Nzapa qui se passe en ce moment, sur Ndekeluka. Il dit, Kolimba est venu, Bokassa est venu, enfin Bokassa était venu, après Dako, après Kolimba, après Patassé, après Bozizé. Tous, oui justement, tous sont venus avec leurs gens et à 98% des médiocres. Et ça a coulé le pays. Bokassa encore, à l'époque, il était au-dessus. Il a amené des gens de toutes les ethnies pourvu que vous soyez compétents. Et depuis, après son départ, c'est terminé. Alors pourquoi est-ce qu'on en arrive là? Personne n'aborde la question de la coopération franco-centrafricaine. Les Français sont aussi responsables de ce qui se passe. Parce que c'est bien beau de donner les moyens pour qu'il y ait des interventions, pour que... Mais est-ce que le moyen humain, qu'est-ce qu'on fait de ça? Est-ce qu'on vise un peu à empêcher la médiocrité qui s'est installée depuis là? Je vous rappelle, je me permets de vous rappeler que la démocratie s'est véritablement installée en Afrique à partir de la conférence de Bôle, là où le président Mitterrand avait dit « La France n'aidera désormais que ceux qui vont avancer ». Et depuis lors, qu'est-ce qui se passe? Nous vivons les mêmes choses et personne ne réagit. Et donc, moi je voulais interpeller la partie française sur son rôle en RCA. À votre avis, comment on peut expliquer ce passage à l'acte? Comment on peut expliquer qu'un commerçant qui traverse la rue, qui est pris pour un homme de la Séléka, du coup on va l'attraper sur sa moto avec son fils, on va le tuer à coups de pierre, le découper en morceaux, jouer avec son corps? Comment on explique que des gens qui vont marcher assistant à cette scène participent à cette violence, je dirais, collective? Des femmes qui vont marcher, des hommes qui reviennent. Enfin, et je peux dire que beaucoup de journalistes ont été choqués par ce qu'ils ont vu, et Dieu sait qu'on est plusieurs à avoir couvert plusieurs conflits, mais on a pris en pleine figure cette violence. Enfin, on a pris en pleine figure. C'est vous, évidemment, qui l'avez pris en premier lieu. Mais, alors, ma question est toute simple, encore une fois. Comment est-ce que vous la subissez, cette violence? Vous l'avez vue? L'un d'entre vous parlait de ses deux neveux qui ont été tués par la Séléka. J'imagine que autour de la table, vous avez tous eu des proches qui ont été tués pendant cette crise. Et alors malgré tout, vous êtes des intellectuels, malgré tout, vous essayez de penser le monde. Alors moi j'aimerais donc encore une fois vous poser cette question: comment vous pensez cette violence dont vous êtes la victime? Et notamment cette extrême violence qui se déchaîne sur le corps de l'autre. Parce qu'il ne s'agit pas de tuer l'autre, mais il s'agit encore une fois de le découper, de jouer avec son corps, enfin nous on dirait de le massacrer, en tout cas avec un langage, je dirais, occidental. Est-ce que ça a du sens? Et je finirai ma question avec une remarque l'un de mes collègues que j'aime beaucoup pourtant, qui est un très bon spécialiste de l'Afrique, avec qui en décembre, lorsqu'on se retrouvait le soir après nos journées à Bangui à constater les massacres des uns et des autres, m'a dit mais ça c'est l'Afrique. Et j'avoue que je ne peux pas me résoudre à entendre cela. En tout cas, je trouve ça, à mon sens, trop court. Et voilà, je voudrais avoir votre avis, chers amis. C'est un sentiment de vengeance. C'est un sentiment de vengeance. Si vous avez vécu l'entrée de Séléka dans la ville, vous allez vous rendre compte que y a quelque chose qui s'est passé. Vous êtes mon voisin. Vous êtes musulman, je suis chrétienne. Mais ça fait des années, depuis des années, que nous sommes dans le quartier. Nos enfants sont devenus des frères.
ben, subitement à la rentrée de Séléka. C'est ce voisin-là, c'est chez ce voisin-là qu'on vient me piller, on amène mes biens chez mon voisin. Si je suis encore en vie, on me tue devant mon voisin. On vient détruire ma maison avec la complicité, d'abord la participation de mon voisin. Vous avez quelle image maintenant en ce moment-là? En ce moment, les relations, toutes les bonnes relations, tout ce que j'avais comme sentiment pour mon voisin est tombé. Mon voisin est devenu mon ennemi. Parce que c'est quoi? Le Centrafricain, voilà comment il agit. Il dit, quand vous ne connaissez pas votre ennemi, ça passe. Pendant tout le temps, là, vous pouvez être encore avec lui comme des amis. Mais le jour où vous avez découvert que celui-là est votre ennemi, c'est en ce moment-là que commence maintenant votre mauvaise foi vis-à-vis de cette personne-là. Parce que vous vivez avec la personne-là depuis des années, mais il ne vous est jamais passé à l'esprit que celui-là, cette personne-là qui est à côté de vous, ne pourra faire ce qu'il a fait. Et comme il l'a fait, et comme en le faisant, les autres qui sont loin ont regardé. Mais il y a des gens qui n'ont pas la force de rendre le coup. Mais il y a certains aussi, comme avait dit un collègue ici, la génération 90, c'est la génération des armes. Ils n'ont pas froid aux yeux. C'est quand ça chauffe qu'ils sortent pour aller regarder. Et comme ils sont allés et qu'ils ont regardé, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils font la même chose. Quand Séléka était encore au niveau de Sibut, ils nous envoyaient des messages à Bangui. Il faut voir les films qu'ils nous ont envoyés. Mais ils nous ont traités comme des animaux. Mais au retour, c'est comme on dit chez nous, c'est ce qu'ils ont semé qu'ils ont cueilli. On gère le pays aujourd'hui, mais d'ici 20 ans, d'ici 15 ans, on ne sait pas ce qui va se passer. Vous voyez? Et donc cette vision, cette absence de vision prospective, de démarche prospective dans la construction d'un état de droit, dans la construction de la citoyenneté, est à la base de tous ces éléments que nous avons connus. Parce qu'on ne peut pas mettre tout sur la violence actuelle, ce que nous connaissons aujourd'hui en termes de violence, etc. Ils regardent ces héros qui sont construits dans les industries de cinéma et qui sont déversés sur le pays. Mais quand vous voyez, ils ont des noms. Il y a certains qui s'appellent Rambo. Ils prennent des noms des films. Il y a certains qui s'appellent 12 puissances. Et il y a certains, ils ont de ces noms, Marabout, etc. Donc vous voyez, il y a un modèle de personnalité qui se construit à partir d'un imaginaire éloigné et qui n'est pas en connexion avec la culture. Moi, je pense qu'avec la démarche prospective, si on voit un peu ce que Gaston Berger donne comme définition, c'est qu'on peut contourner le présent. Parce que le présent aujourd'hui est noir pour nous. Il n'y a pas d'espoir pour le présent aujourd'hui. Le présent, c'est fini. C'est le futur. Et le futur commence peut-être dans 1 heure, demain. Mais ce futur proche aussi n'est pas aussi facile à récupérer, à faire. Donc il faut aller vers un futur lointain. Mais ce futur lointain doit se construire. Et se construire avec des hommes qui sont formés, des hommes qui sont capables. Et ça va se construire aussi avec d'autres sacrifices. Ça ne viendra pas comme ça. Parce que ce n'est pas l'extérieur qui nous donnera le futur. Le futur viendra de nous. Et moi, je suis d'accord que vous publiez cela, même si c'est sur les voix des ondes, à la télévision, etc. Parce que vous êtes venus nous donner la parole. Vous êtes venus nous donner la parole. Parce que ce que nous avons fait aujourd'hui, c'est l'équivalent de plusieurs émissions. Mais que nous n'aurons pas l'occasion d'aller à la télévision centrafricaine et le dire ou le faire. Peut-être on va renvoyer le directeur général du programme et ceux qui ont enregistré, etc. On va dire que nous sommes en train de réveiller encore, ou de remuer dans les plaies, etc. Mais or, c'est dans cette dialectique-là qu'il faut aller. Vous voyez. Et moi, je suis très content parce que vous nous avez donné la parole et que cette parole doit continuer, faire son chemin pour que ceux qui dorment ou ceux qui pensent qu'ils nous ont bâillonnés écoutent que l'université a une voix. Des causes de la violence n'est pas chose facile. Et ça, il faudrait que je vous le dise. Il y a plusieurs éléments qui peuvent entrer en compte, tels que les éléments d'ordre politique, d'ordre économique et d'ordre social. Cependant, dans notre démarche clinicienne, de la compréhension de la violence en République centrafricaine, nous sommes convenus de dire que les racines de cette violence ne datent pas de maintenant. Comme quelqu'un a eu à le souligner,
Ces racines datent de très longue date. D'abord par l'apparition du premier président qui est Barthélemy Boganda. Après cette apparition de ce président, avec son assassinat peut-être entre guillemets, beaucoup d'autres présidents, Barthélemy Boganda, beaucoup d'autres présidents sont venus par la suite. Mais vous verrez qu'à partir de Dako, en venant, n'est-ce pas, avec Bokassa, il y a eu déjà des manifestations allant dans le sens des revendications. Ben, comme d'aucuns l'ont souligné, l'impunité a vécu. La non-réalisation des promesses a été vécue. Et de même, la non-compréhension dans le sens de la prise en compte de la compréhension du peuple centrafricain n'a pas été aussi prise en compte. Alors, quel a été le grand problème? Au fur et à mesure que les années passent, les Centrafricains ont accumulé des symptômes traumatisants qui ont débuté dès le début jusque-là. Aucune solution n'a été trouvée pour juguler ou bien verbaliser, n'est-ce pas, ces différents symptômes-là. Et la violence, si je prends l'excès de cette violence, je pourrais donner la date de 94, 93, 94, 96 en allant, où il y a eu une première revendication corporative, n'est-ce pas, qu'on pourra appeler la mutinerie, et où les gens ont essayé de revendiquer, où les gens ont trouvé des solutions, et pour lesquelles l'impunité a été grandiose jusqu'à maintenant. Donc il y avait des gens qui ont gardé en eux des séquelles de cette violence-là. Et prenons simplement le cas des enfants qui sont nés en cette date, à partir de 93 ou 96 jusqu'à maintenant. Mais ces enfants ont vécu dans des moments très délicats, où il faudrait qu'il y ait une opération par rapport à eux, en se rapprochant de ces enfants, pour leur demander, essayer à ce que les enfants verbalisent la violence qu'ils ont subie. Mais rien n'a été fait sur le plan social et sur le plan en même temps politique. Alors ces enfants se retrouvent à nos jours, mais en tant qu'adolescents, en tant qu'adultes. Donc si je prends un enfant de 0 ans en 96 ou 96, mais à quel âge va-t-il se retrouver aujourd'hui? Et si je prends un enfant de 5 ans en 96 ou 93, 96, à quel âge je pourrais avoir cet enfant maintenant? Ou que je prenne un enfant de 10 ans en 93, à quel âge? Mais ce sont tous ces enfants qu'on rencontre dans les anti-Balaka, dans les Seleka et autres dans les brigandages. Mais il y a un problème délicat à ce stade. Et c'est ça qui a constitué la racine même de cette violence-là. Pas de verbalisation. On n'a pas aidé les enfants à verbaliser tout ce qu'ils ont vécu. Pas de solution donnée dans le sens de recadrage, n'est-ce pas, de la compréhension de l'âme humaine. Et de tous les événements que nous avons connus, ça a été plutôt des ajouts de traumatisme. On est parti d'un traumatisme simple pour arriver à un traumatisme totalement complexe. Et ce traumatisme complexe, n'est-ce pas, est du type 4. Et le traumatisme du type 4 ne peut que donner naissance à des symptômes que nous sommes en train de vivre maintenant, où la jouissance devient en quelque sorte la monnaie courante de la violence. Donc entre la violence, la traduction de la violence, sa manifestation, et la personne qui vit cette violence ou bien qui arrive à perpétuer, n'est-ce pas, cette violence, trouve une certaine jouissance au-delà parce que l'âme a été touchée. Et l'âme centrafricaine a été touchée. Mais comment faire pour trouver une solution à cette âme centrafricaine? Voilà quelques éléments que je pourrais apporter pour comprendre le sens même profond de la violence en République centrafricaine. Vous avez la capacité de donner des éléments d'analyse et je trouve que c'est remarquable dans la situation dans laquelle vous êtes. Alors, en fait, plus j'avance dans ce séjour et plus j'ai des questions. Voilà, c'est bon signe peut-être parce que... Voilà. La première, c'est un peu à l'historien que je voudrais m'adresser. Je crois que c'était à Anatole, mais ça peut être à d'autres personnes. Vous, le psychanalyste l'a dit aussi, cette violence, elle ne date pas d'aujourd'hui. Donc on a remonté aux anciens pouvoirs depuis l'indépendance. On pourrait parler de la période coloniale, mais peut-être certains ont aussi une connaissance de l'histoire du pays avant même la période coloniale. Est-ce qu'on ne voit pas aujourd'hui réapparaître des pratiques de cruauté ou de violence qui existaient depuis déjà longtemps ici? Voilà, c'est la première question. La deuxième question, elle est très délicate, mais je vais quand même oser la poser aujourd'hui.
parce que, comme il a été dit par Jean Arnold, je travaille sur ces questions de violence depuis très longtemps, et sur ces violences-là particulières, et dans violence, il y a viol. Et personne ne nous en parle. Alors, est-ce qu'il n'y en a pas eu ici? Est-ce que c'est un sujet qu'on ne peut pas aborder? Est-ce que justement c'est tellement tabou que, comme le disait le psychanalyste, je m'excuse, je n'ai pas retenu votre nom encore, Tom, voilà, on ne peut pas en parler. Tom, voilà, on ne peut pas en parler, c'est pourtant important. Vous voyez très bien, ces sultanats étaient d'obédience plutôt musulmane. Hein, et puis, les peuples étaient, la plupart des peuples centrafricains à l'époque, ce sont des animistes. Donc, ils ont réagi, ils n'ont pas accepté, si vous voulez, un peu d'une autre manière, cette islamisation forcée. Et c'est ça qui a poussé un peu les gens à se réfugier. Donc, il y a cette racine qui était là, quand même, il faut dire. On peut le vérifier dans l'évolution de l'islam en Centrafrique. D'abord, une petite communauté commerçante qui peut petit à trouver de l'espace, mais on sent très bien la stigmatisation chaque fois quand on veut voir quelqu'un qui porte un boubou, on dit tu es musulman, et ainsi de suite. On peut chercher déjà dans l'esprit un peu des gens cette idée-là qui est là. Ça, c'est une chose. On ne peut pas aussi le généraliser. Mais après, les choses ont évolué. Il faut dire que successivement, avec la mauvaise gouvernance, avec son corollaire, les inégalités sociales, et puis aussi un déficit d'éducation de masse, un programme d'éducation qui ne cadre pas avec la culture, les traditions, un certain nombre de choses. Et puis même la fragilisation des institutions sécuritaires. C'est un pays qui a été gouverné un peu comme ça, à vue d'œil. Et puis finalement, c'est l'accumulation. Moi, je pense que c'est l'accumulation de ces dérives, de tous ces facteurs-là, qui finalement a essayé de créer dans le cœur d'un certain nombre de gens une sorte de frustration. Et cette frustration de classe, parce qu'il faut dire que la fonction publique est restée toujours le seul employeur majoritaire en Centrafrique. Et pas d'emploi. Les jeunes, ils n'ont pas d'avenir, alors que la majorité de la population centrafricaine sont issus des familles pauvres, des familles défavorisées. Et quand ils grandissent, ils n'ont pas d'espoir. Et donc ça a créé une sorte de clivage, même déjà inter-centrafricain. Et quand maintenant ces crises-là ont commencé à prendre de l'élan, les gens ont trouvé refuge. Ils ont trouvé une façon un peu de se régler les comptes. Et puis la démaîtrise de ces règlements de comptes a poussé à la haine viscérale. Et puis, voilà, donc il y a plusieurs facteurs. Il y a un facteur de gouvernance, si on voit très bien dans l'histoire de la République centrafricaine, c'est fait que de coups d'État et de coups. Ça, c'est déjà sur le plan institutionnel. Et puis, il y a aussi un autre facteur, le facteur social. Aucune politique réelle, réelle de soutien aux familles défavorisées. Il faut être d'une famille bien pour espérer d'avoir un avenir. Et donc, tous ces facteurs-là qui ont fait qu'aujourd'hui, on arrive à une situation confuse. Mais il y a quand même la question de la religion qu'on aime brandir à l'étranger. Moi, je trouve que c'est une utilisation de la religion pour essayer de diviser les gens. Parce qu'on sait que sur le problème des religieux, c'est plus facile de toucher le Bantou et l'Africain, parce qu'il est foncièrement croyant. Et quand on touche à ce qui est vraiment au fond de lui-même, on touche à la chose qu'il fallait. Toutes les bonnes recommandations, toutes les lois, que ce soit qui gardent nos valeurs, ou que ce soit qui réglemente nos valeurs, a été totalement effacé. Et là, ça pose aussi la problématique de l'identité du peuple centrafricain. Et maintenant, au vu de ce que j'ai à dire, à côté de ce manque d'identité, il y a la notion de la pauvreté, en fait. Il y a aussi la notion de la politique, ainsi de suite. Ces deux notions viennent encore épouser la brèche qui a été faite en rapport avec cette fracture sociale. Et ça a poussé les gens à se poser des questions. Cependant, ce que je n'ai pas eu le temps d'expliquer, en rapport avec le traumatisme de type 4. Dans le traumatisme de type 4, nous sommes arrivés à la création de plusieurs symptômes. Et ce sont ces symptômes qui dénotent les violences dans lesquelles nous nous trouvons. Et le viol entre comme un genre de violence. Ce n'est pas totalement tabou, en fait. Au vu de ce que nous connaissons, il y a des organes, il y a des organismes qui ont même voulu accueillir des femmes violées, qui ont mis sur pied des programmes pour
accueillir les femmes violées sur le plan de la prise en charge psychosociale par rapport à ces femmes violées. Et dans l'organisation dans laquelle je travaille, JPDEC, j'ai une liste de 30 femmes violées que je dois suivre de manière clinique pour essayer de comprendre un peu comment on peut les aider dans ce domaine. Donc, le viol n'est pas, pour le moment, n'est pas un sujet tabou. C'est vrai que dans la tradition africaine, entre-temps c'était ça, mais au vu de ce que nous avons vécu, que nous avons vu, que nous avons entendu en rapport avec la violence, le viol a été aussi une arme qui a été utilisée pour que l'âme centrafricaine, la souffrance centrafricaine puisse atteindre son summum.